la taille de capteur. Aujourd'hui, un iPhone, c'est un tout petit capteur. On ne peut pas se permettre d'avoir des capteurs gigantesques dans un iPhone parce que un commerçant, un fabricant comme Samsung ou comme Apple, sa cible produit, lui, il désire faire une machine qui se vende le plus possible. S'il fait quelque chose de trop professionnel, il va se fermer des millions de gens. Donc, il est obligé de faire, par rapport à la recherche et développement, ce que ça coûte aujourd'hui un iPhone, de penser à un iPhone, je parle d'iPhone, mais de smartphone en fait, ça ne serait pas rentable. Donc, du coup, comment ces gens gagnent leur vie? C'est en faisant des modèles qui se vendent le plus possible. Donc, du coup, la fameuse métaphore que je vous disais tout à l'heure, de faire un appareil à tout faire, ça existe. La preuve en est un smartphone. Un smartphone doit savoir tout faire. Chose que ça, c'est tout sauf un appareil à savoir tout faire. C'est une très belle Bentley, c'est une très belle Rolls-Royce, que si tu la mets sur une montagne ou sur une piste de course, c'est pas bon. C'est pas bon, on est d'accord. Par contre, en termes de mégapixels, en termes de... Ça fait 50 millions de pixels, c'est sorti il y a 10 ans. À l'époque, c'était waouh! C'était... voilà. Mais, pour reprendre l'image du bazooka, c'est un bazooka le truc. Voilà. Voilà. Mais j'en ai rêvé, tu l'as. Alors, de quoi est composée une image? Tu m'as dit de pixels tout à l'heure, tu m'as dit de... ouais. Tu m'as dit tout à l'heure une information qui était fausse, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre, sur la taille de capteur. Plus le capteur est gros, plus les pixels sont nombreux, c'est faux. Par contre, on a vu que pour la lumière, ça avait une incidence énorme sur la lumière. La lumière, quand on veut faire du run and gun, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se promener avec 1 kW sur soi à chaque fois. On est très souvent obligé de faire avec ce qu'il y a. Là, aujourd'hui, on a de la chance, dans ce bureau-là, la lumière est relativement blanche. Elle émet une fréquence, on verra ça après. Si on fait du ralenti, etc., vous allez voir, ça va faire des traits et tout, ça va être dégueulasse. Mais en tout cas, il y a de la lumière déjà. Donc déjà, pour de l'interview standard, c'est déjà more than enough. Mais vous allez voir ensuite, après, quand on étudiera la lumière, que si la lumière, je la mets comme ça me crée des ombres ici, ça me crée des cernes, c'est pas beau. Mais déjà, il y a la lumière. Oui, c'est sûr que quand vous voulez faire des petits réglages, on va dire, normaux, le cinématique, tout ça, c'est vrai que l'application native d'Apple est très très bien parce qu'elle permet de sortir son truc et de dégainer. Donc c'est vrai que c'est très très bien. Mais dès qu'on va rentrer dans le détail, parce qu'encore une fois aujourd'hui vous n'êtes plus des amateurs, vous êtes des professionnels, on va rentrer un à un dans les réglages. Déjà, vous allez vous apercevoir que l'interface graphique, elle n'est pas du tout la même que sur l'application photo d'Apple. Elle est plus comme un appareil photo là. Elle est plus comme une caméra de cinéma. Ouais. Parce que, je vous donne un petit scoop, en fait, quand on achète une Blackmagic caméra, donc une caméra professionnelle, même si elles sont moins chères que les caméras, les vraies, voilà, mais c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Ils ont fait l'appli qui est la même que. Voilà, en gros, c'est un peu ce qu'ils te vendent, mais ils ne te le vendent pas parce que c'est gratuit, mais tu m'as compris. Le petit cloud, C'est, voilà. Ils te font rentrer dans l'écosystème Blackmagic. C'est ça, en fait, l'idée. C'est comme ça que iPhone a fait autant de millions de ventes. C'est quand d'abord tu achètes le petit iPhone et puis doucement, doucement, tu rentres dans l'univers Apple et voilà. Voilà. Alors, on a 4 icônes sur la droite. On a caméra, support, chat et réglage. Nous, là maintenant, tout de suite, on va rentrer dans l'onglet caméra. Et on va s'apercevoir que tout à gauche de votre image, vous avez tout en haut, à gauche, un onglet qui s'appelle objectif, lens. Là, ce qui est super, c'est que quand on va cliquer dessus, on a sur la droite, juste à côté du bouton REC en vertical, on a le choix des lenses qui va apparaître. Donc déjà, on va pouvoir directement être soit en grand angle, donc 13 mm, moi c'est mon cas à moi. Moi, ce que je préconise, c'est de jamais aller sur ni le grand angle, ni le zoom.
Pourquoi? Parce qu'en fait, Apple a créé cette optique-là. C'est le même optique dans tous les iPhones. Mais tu vois, par exemple, moi, comme j'ai un Pro, j'ai un téléobjectif. Ok. Mais justement, moi, je vous demande d'utiliser celui-là parce que celui-là, justement, c'est le seul capteur qui a été finalement fait pour tous les iPhones. Donc, du coup, c'est lui qui a potentiellement la meilleure capacité à être bon en basse lumière, bon en haute lumière. Ils ne vont pas mettre le plus mauvais capteur dans tous les iPhones. Donc, c'est ce qu'on appelle le capteur natif. Donc, on va travailler essentiellement sur ça aujourd'hui. N'utilisez jamais le capteur avant de vos iPhones. Jamais. Le selfie. Ouais. En général, la qualité est très, très, très mauvaise. Sauf si vraiment quand vous êtes tout seul et si vous utilisez, ça c'est dans l'onglet, dans le chapitre de la post-production. Aujourd'hui, il y a des applications où on peut mettre son texte. Et donc du coup, on n'a pas d'autre choix que, comme on a le texte sur l'iPhone, d'utiliser le capteur. Voilà, exactement. Voilà. Ensuite, sur votre droite, enfin pas la droite, mais juste à côté de l'objectif, vous avez un petit onglet FPS, exactement. Vous avez compris qu'en fait, j'utilise cette application pour vous... voilà. Voilà. En fait, c'est pour essayer de bien chapitrer comment une image est faite. En général, en Europe, pourquoi? Parce qu'en fait, l'œil humain, depuis plus de 100 ans maintenant, il est habitué à ça. Voilà. Au cinéma, notamment, on est à 24 images secondes. Bon, là, on a une image de plus, c'est pas bien grave. L'œil, ça va pas lui changer la donne. Voilà. Si vous avez besoin de filmer des choses qui bougent beaucoup, comme du sport, dès qu'il y a des mouvements, des choses comme ça, moi, je vous préconise d'aller sur du 50 images secondes. Donc, si vous allez à côté du bouton REC, vous allez voir que vous pouvez passer aussi à 50 images secondes, voire même à plus. Oui, c'est 60 le max. Voilà. 60, c'est pas bon parce que c'est pour des standards qui sont plus pour les États-Unis. Donc les États-Unis, on ne fonctionne pas à 25 images secondes. USA, c'est 60. USA, c'est 30 images et 60 images. Alors que l'Europe, c'est 25 images et 50 images. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est chiant, disons-le franchement. Quand on allait en cours, quand on parlait 150 d'histoire ou de géographie, nous, on voulait aller dans les pays. On s'en foutait de la map. On voulait aller dans les pays. Là, c'est la même chose. Mais c'est ça qui va vous permettre, attention, c'est pas parce qu'on parle de ça aujourd'hui que on dit que le cerveau humain retient 10% de ce qu'il écoute. Donc, vous voyez, on en est loin. Donc, par contre, ce qui va être génial, c'est que dorénavant, à chaque fois que vous allez voir ces informations-là plus tard, il y aura une petite alerte qui va dire « Mais ça, je connais ça. Je connais ça. Teddy, il a dit que c'était 25 ou 50. » Tu vois? Et ça, c'est hyper important. Parce que du coup, tu ne vas pas arriver avec ton A7S3 en disant c'est quoi que je prends aujourd'hui? Je vais prendre ça, tu vois? Et ça change tout. Ensuite, on a un autre onglet. Alors, vous avez compris, dès que vous bougez un petit peu, 50 images, 60 images, si vous êtes en Amérique. Donc, c'est quand la caméra elle est en mouvement ou quand le mec qu'on filme, il est en mouvement? Dès qu'il y a du mouvement. Ok, donc peu importe. Dès qu'il y a du mouvement. Moi, honnêtement, je filme tout le temps 50. Ok, comme ça, c'est juste un peu plus gros, quoi. Mais... Voilà. Pourquoi? Parce que quand on se reverra plus tard pour le chapitre de la post-prod, vous allez voir que ça va considérablement vous aider. Parce que vous pouvez, on dit toujours le plus peut le moins. C'est-à-dire, tu peux toujours enlever des images qu'en rajouter après. Okay, même si aujourd'hui il y a des choses qui existent, on ne va pas se prendre la tête. Et là, vous avez un petit onglet, c'est obturateur. Shutter. Shutter, exactement. Alors, en général, il y a une règle d'or que moi je vais mettre à bas tout de suite. Ça, c'est l'ouverture. Non. Okay. Le shutter, c'est en fait la capacité qu'a ton appareil photo, et non pas ta caméra, à figer l'instant. Donc, les caméras de l'époque, elles avaient un volet, un premier volet, un deuxième volet. Et quand tu prends ta photo, si jamais ton volet il est à 2 à l'heure, comme ça, tu vas avoir énormément de lumière qui vont rentrer dans ton capteur, mais du coup, ton moment ne sera pas figé. Comme dans les argentiques, les 100 ans. Absolument. Mais tu as aussi un réglage, shutter, qui te permet aussi d'avoir une vitesse d'obturation extrêmement élevée. Donc du coup, c'est super parce que quand tu as un petit oiseau qui vole à toute vitesse, tu ne peux pas lui dire tiens, on va la refaire. Tu dois figer le moment tout de suite. Okay, donc là, on va parler plus de faculté à l'appareil d'aller à un 500e de seconde, tu vois. Ça, c'est pour une photo. Nous, aujourd'hui, on veut faire de la vidéo. Okay, on va faire de la photo, mais là on est dans la Blackmagic Camera App, c'est pour faire de la vidéo. En général, la règle d'or,
que je vais mettre à mal tout de suite derrière après. Mais vous n'aurez pas tout le temps ce réglage-là. Là, on est dans une application qui est professionnelle. Donc, on a la capacité plus tard de faire des réglages qu'on ne pourra pas faire dans l'application photo d'Apple. La règle d'or, c'est qu'en général, on est à 2 fois la vitesse de frame par seconde. Donc, c'est un rapide calcul. Si je suis à 25 images secondes, je suis à combien de shutter? 50. Bravo, un cinquantième. Si je suis à 50 images secondes, Ah, 100. tout simplement. Et si je suis à 100, parce que c'est possible d'être à 100, 200. voilà, tout simplement. Et là, je vois Donc, que- vous savez compter. je vois que- Ensuite, on a un autre onglet qui s'appelle Iris. Pourquoi il est bloqué? C'est parce que notre joli iPhone, ce n'est qu'un iPhone. Mais là, on l'utilise pour vous expliquer les rudiments de comment il fait une image. Sur un appareil photoréflexe, vous apercevrez que on est quand même sur une autre taille et très souvent, il y a plusieurs informations sur l'objectif. Donc toi, Ruben, tu es au courant de ça, tu sais ce que c'est qu'une focale. Donc la focale, c'est pas l'iris. L'iris, c'est l'ouverture, le diaphragme. Focal ouverture, c'est pas la même chose? Non, Ok. voilà. C'est ce qui va changer absolument tout à ton image maintenant. Parce que maintenant, tu n'es plus dans le hasard. Maintenant, ça y est, tu sais. Donc là, maintenant, c'est un gros chapitre qu'on va ouvrir. Ok, je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais c'est extrêmement important que vous compreniez ça. Si on revient sur l'onglet Objectif, Lens, on s'aperçoit en fait que l'iPhone a 3 lens. D'où c'est 3. Toi, tu en as 2, mais c'est pas grave. Et si vous regardez bien, il y a des petites informations sur le large. Donc la première lens, elle est à 13 mm, ça dépend des iPhones. Il y a l'autre, elle est à 26, je crois. Tu en as une autre à 77 et l'autre, c'est la caméra avant. OK? C'est exactement la même chose que sur un objectif. Qu'est-ce qu'un grand angle? Un grand angle, c'est une optique qui a la capacité d'être extrêmement large. À partir du moment où je suis large, du coup, mon numéro, est-ce qu'il est élevé ou est-ce qu'il est bas? Il est bas. Il est bas, bravo. Et du coup, si jamais je suis en téléobjectif, est-ce que mon numéro il est élevé ou est-ce qu'il est bas? C'est quoi tes objectifs? Un zoom. Il est élevé. Il est élevé, bravo. Donc, on a 2 catégories de lens. Ils n'ont jamais inventé une 3e catégorie. C'est normal. Parce qu'en fait, c'est de la physique. Donc juste les millimètres, c'est l'optique. Absolument. La focale. Donc c'est la focale. La focale. Donc focale, c'est en millimètres. Exactement. Ok. Plus vous avez une optique qui est grand angle, plus vous allez déformer l'image. Ouais. Il y a même des optiques qu'on appelle des fisheye, des œils de bœuf. Un peu comme à votre porte, quand vous regardez où le mec il a un pif énorme. Moi, je l'appelle le Judas. Donc plus vous allez zoomer dans l'image, c'est pas exactement ça, parce que vous dans votre... L'image, Voilà, parce que vous croyez que zoomer, c'est un peu comme les vieux caméscopes à l'époque où on zoomait, tu vois, ou même dans l'iPhone où tu peux zoomer. Mais ça, c'est numérique, ok? Zoomer, c'est pas ça. Zoomer, c'est veut dire avoir une focale qui est plus élevée. Plus tu vas aller dans de grands angles à des chiffres élevés, et plus ton image, tu vas t'approcher. C'est plutôt ça le terme. grand angle, chiffre bas, Voilà, petit angle, chiffre élevé. voilà, exactement. Ça, c'est pas l'ouverture encore, on est dans la focale. Absolument, mais ça reste de l'optique. Ah, ok. Ça reste de l'optique. L'optique, elle est une optique, une bonne optique, on va dire, c'est 24 mm. C'est l'optique à tout faire. Ah bah tiens, ça tombe bien, Apple utilise cette focale-là pour ses iPhones, ou 26 mm, c'est la même chose. Petite question, notre œil humain, il est à combien de millimètres? C'est bonne question. Ah, je sais pas. En fait, un œil humain, c'est proche de 50 mm. Ok. Voilà. Donc en fait, on se rend pas compte parce que nous, on est né comme ça et on a toujours vécu comme ça. Mais notre œil humain, il a déjà une capacité, si tu mets... Focus. aussi. Ouais, mais de toute façon, la meilleure caméra du monde et qu'on ne pourra jamais, c'est l'œil. Voilà. En termes de dynamique, ça, on va y arriver, mais une caméra ne fera que répliquer les capacités humaines et elle n'y arrivera jamais. En termes de dynamique, tu vois, là par exemple, je te regarde toi, si je regarde dehors, l'image, elle n'est pas sombre ou elle n'est pas écramée. Si vous prenez un objet, vous le mettez devant vos yeux, Tu vois l'arrière en flou. exactement.
Mais ça, tu vas jamais regarder le flou parce que dès que tu regardes le flou, tac, à une fraction de seconde, c'est net. Donc, mais tu as un autofocus extrêmement bien développé. Et c'est inné. Mais, mais tu as dit quelque chose d'extrêmement efficace et vrai, c'est qu'on n'a que deux yeux. Et là, cette prochaine, comment dire, ce prochain c'est la technologie, on va y arriver cette année. Cette année, on commence à voir des appareils, ça existe déjà hein, depuis. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, quand tu achètes un iPhone 15, tu peux utiliser deux appareils photo en même temps. Donc, ça enregistre deux images différentes et ça va te créer une stéréoscopie. Et donc, du coup, ça va te créer un faux relief. C'est d'ailleurs ça qu'utilise Apple pour créer les flous d'arrière-plan. En fait, tu as l'autre capteur qui enregistre aussi, qui floute l'arrière-plan. Quand on est sur une focale qui est élevée, on a donc une courte focale. Quand on prend un grand angle, finalement, tout est plat. On n'arrive pas trop... Si je te filme devant la mer et que je suis en méga grand angle, tu te fonds avec le... Toi et la mer, c'est la même chose, tu vois. Tu es vraiment collé, quoi, tu vois. Alors que la mer, elle a 1 kilomètre, tu vois. Par contre, plus je vais grossir mon plan, et plus je vais aller sur du 20 mm, 30 mm, 35 mm, ça y est. 35 mm, on a une vraie profondeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de magique. On va commencer à pouvoir flouter l'arrière-plan. Et c'est là où l'idée d'iris, donc de diaphragme, prend tout son essor. Là, on parle de l'optique. Okay, on est que sur des réglages optiques. On n'est pas encore sur le boîtier. Donc, du coup, pourquoi cette optique, elle est géniale? C'est parce qu'elle ouvre à 1,8. C'est extrêmement lumineux. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup de lumière. Moi, c'est une des optiques que j'utilise le plus dans les mariages. Le chiffre bas, c'est en 0,95 et 3 à peu près. 2,8. 2,8. 2,8, ouais. Après, on passe dans le haut. Ouais, ouais. Mais il y a quelque chose qui artistiquement est génial, mais aussi qui est un enfer pour nous photographes, c'est que plus je vais être lumineux et plus je vais être focalisé sur mon sujet. Si je suis un artiste, c'est génial, mais si je dois livrer un reportage, donc une vidéo live, ok, je ne peux pas être à 2,8, à 1,8 tout le temps. C'est infect de regarder une vidéo comme ça pendant 1 heure. Il y a du flou, ça bouge, c'est juste pas possible. Si jamais j'ai plusieurs personnes, comment je fais? Ouais. Je suis sur toi ou je suis sur lui? Bon, là, vous êtes à peu près à la même distance de moi. Mais si il suffit que tu sois 2 cm derrière elle, terminé, t'es flou. Donc c'est génial parce que sur le plan créatif, on fait des plans extraordinaires. Mais il faut aussi, il faut penser efficace. Donc du coup, dès que vous êtes à plusieurs personnes, on va plutôt utiliser des valeurs de 4, 5, 6. J'ai envie de faire une photo où j'ai un arbre et je fais du paysage. Et il y a un arbre à seule pleureur magnifique avec un coucher de soleil de malade, ok? À quoi ça sert de faire la photo si mon soleil il est flou? Aucun intérêt. Quel est l'intérêt d'avoir mon soleil, et c'est difficile de photographier un soleil, net, mais du coup il est 8 heures du soir, ok, en été, et donc du coup la lumière est suffisamment basse pour prendre le soleil. Sinon je suis cramé et c'est terminé. Donc du coup, je vais avoir tendance à... Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, au niveau de du diaphragme? Qu'est-ce que je fais? Tu veux quoi comme rendu? Je vais un rendu et l'arbre et le soleil. On ne sera pas à 4, 5, 6, on sera à F11. Au max. F15, 16, 20, tu vois. Parce que du coup, il y a une tonne de lumière, on est dehors, et donc du coup, on veut que tout soit plat. Okay, et on ne veut surtout pas être cramé. Encore une fois, je vous redonne l'information, on photographie une source de lumière. Donc du coup, c'est vraiment le cas précis où... voilà. Mais du coup, il y a un vrai mal de crâne qui va commencer à se greffer à ça. C'est qu'on va arriver sur... Mais j'ai pas envie de vous prendre la tête trop avec ça, mais c'est important de vous donner une petite porte d'entrée. Comme ça, au moins, si demain, tu as envie de devenir un expert, et Bezrat Hachem, tu y seras, tu pourras l'être. Là, ce que tu as là aujourd'hui, c'est comparable à mon équipement. Ni plus ni moins. Donc demain, tu peux faire mon métier dès demain. Mais pour ça, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Il y a quelque chose qu'on appelle la dynamique. La dynamique, c'est quelque chose qui, encore une fois, est extrêmement, qui est vraiment énorme pour l'œil humain. L'œil humain, il a la dynamique, c'est-à-dire qu'il sait adapter la luminosité d'une image. Si jamais je filme, cette fois-ci avec mon iPhone,
Ruben devant la fenêtre, il y a ce qu'on va appeler Contre-jour. un contre-jour. Si jamais j'ai une caméra qui est avec un petit capteur, ma dynamique sera toute petite. Le capteur, il remplace ce qu'avant on appelait vulgairement la pellicule. Ok. Au lieu d'imprégner une image sur une pellicule, comme on pouvait le faire avant, aujourd'hui le capteur, il est composé de photosites, et ces photosites-là, de manière à comment ils sont éclairés, plus ou moins éclairés, etc., le capteur, il va créer des impulsions électriques qu'il va enregistrer dans un processeur, et ce processeur-là, lui, il va compresser le signal pour l'enregistrer sur ta carte mémoire. Il y a différentes technologies de capteurs, on ne va pas rentrer là-dedans, vous n'êtes pas des... Voilà. Mais il y a quand même une technologie qui a tout changé, c'est le CMOS. Avant les capteurs, quand tu avais un monocapteur, tu étais sur une image qui était plutôt moyenne en termes de colorimétrie. Moi, à mon époque, quand j'ai commencé, il fallait avoir 3 capteurs. Un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Rouge, vert, bleu. Il y avait 3 capteurs dedans. Okay. On appelait ça un tri-CCD. À l'époque, ces capteurs-là, ils faisaient même pas un pouce à cette époque-là. Donc, c'était des tout petits capteurs encore. Et je parle de caméras très sérieuses, très chères. Canon, d'abord c'est Nikon qui a sorti le D90, mais je n'ai pas envie de trop vous saouler avec les références et tout. Moi je me rappelle, j'avais utilisé pour un film un caméscope qu'on avait équipé avec ce qu'on appelle un Mini 35 à l'époque. C'était un verre dépoli avec des caméras, des objectifs cinéma pour les adapter. On arrivait, ça pesait 50 kilos, c'était juste pas possible. Donc le mec, mon acteur, je lui disais vas-y joue ta scène, qu'il avait répété 120 fois avec sa comédienne. Il fallait vraiment qu'au moment où on shoot, il fallait vraiment que tout soit prêt, quoi, tu vois. Mais C'est possible aujourd'hui de faire un film à l'iPhone complètement. bien sûr. Et c'est même, je vous encourage même à le faire. On va y arriver à la fin, mais aujourd'hui, vous avez des outils, vous, dans votre génération à vous, que nous, on n'aurait même pas imaginé, même pas rêvé, quoi. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu peux faire un film et tu peux le sortir en salle en très peu de temps. En fait, non, la nouveauté, c'est l'appareil photo. L'appareil photo est arrivé et avait une le réflexe, le 5D Mark II, pour ne pas le nommer, a changé le métier à tout jamais. Le 5D Mark II, c'était celui-là. Voilà celui-là. Sauf ça, c'est le Mark III, un peu réarrangé. Mais grosso modo, c'est le même, identique. Il arrive, Canon, en disant en 2008, bon, bah écoutez, il y a une petite fonction qui va vous permettre de filmer en Full HD. Okay, et cette petite fonction-là était en fait une erreur de la part de Canon. Canon ne savait pas que ça allait changer Parce qu'en fait, eux, ils ont fait un carton, ils ont vendu des millions de 5D Mark II. Exactement. Ils ont cannibalisé leur gamme et à cause de ça, ils ont vendu 10 fois moins de caméras de cinéma, tu vois. Mais ils ont tellement vendu de Canon 5D Mark II que c'est pas très grave. Une RED, par exemple, c'est un petit capteur au-dessus. Finalement, la RED, c'est tout petit comme ça, et le capteur dedans, c'est pas... La RED est sortie à peu près dans les mêmes années. C'était la RED One. Et elle était beaucoup plus grosse qu'un 5D Mark II. Mais déjà, elle faisait ce qu'on appelait du cinéma numérique. À l'époque, pour faire du cinéma numérique, il fallait prendre une Sony qui coûtait environ 150 000 euros. En fait, ils avaient pris les corps des caméras digital Betacam, donc comme ça, que moi je rêvais d'avoir, et ils ont commencé à vouloir faire du cinéma avec de la vidéo. Mais ce n'était pas la bonne manière de faire, parce que la techno, le CMOS n'existait pas encore. Donc les capteurs étaient encore tout petits, donc tu n'avais pas la fameuse profondeur de champ. Et c'est ça qui a tout changé. Donc moi, je me suis pointé avec mon 5D Mark II, et j'ai commencé à faire des clips de rap avec. Et en fait, sans le savoir, j'étais mieux qu'une Red One. Parce que le Red One avait un capteur d'à peine 1 pouce, alors que mon 5D Mark II, lui, avait un capteur d'un capteur full frame, 24-36 mm. Donc j'avais dans les mains une vraie caméra de cinéma. Comment tu sais que c'est un full frame? Parce qu'en fait, le full frame, tu vas le voir. C'est grand, c'est le truc qui est grand, quoi. Là, tu ne vas pas pouvoir bien le voir parce que tu as un miroir devant. Tu vois, là, tu as le miroir, mais derrière, sur le Sony, tu vois beaucoup mieux parce que le Sony, tu as ce qu'on appelle un mirrorless. Donc mirrorless, ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que
pour dire un mirrorless, on dit ce que la caméra n'a pas, tu vois. Alors qu'à la base, ben, on dit plutôt d'une caméra ce qu'elle a, alors que là, on va définir la caméra de ce qu'elle n'a pas. Je pourrais vous faire, soyons clairs, je pourrais faire une journée comme ça de formation uniquement sur la lumière. Je pourrais vous faire une matinée uniquement sur l'audio. C'est... Absolument. Nous, comme on est généraliste, on n'est pas spécialisé, alors on fait de l'efficace. Oui, mais parce que tu sais ça, demain, c'est toi qui pourras missionner quelqu'un pour dire, tiens, s'il te plaît, là, aujourd'hui, j'ai besoin d'un gestion. Tiens, là c'est un peu touchy. Là, j'aimerais bien avoir un chef-op, tu vois, pour qu'il puisse te faire une belle lumière. Tu vois, et c'est comme ça que tu vas sectionner chaque savoir-faire. Et en tant que chef d'entreprise, c'est capital pour toi. Vraiment, chaque chapitre est important. C'est pas parce que j'y vais vite que c'est pas important. C'est si vous faites une prise de vue avec une iris à f11 alors qu'elle doit être à f1.8, ça va vous plomber votre tournage. C'est terminé. Vos images, vous ne pourrez plus jamais les refaire. Si jamais vous commencez à filmer du football et que vous êtes en 1 millième, ok, c'est terminé. Votre image, elle est toute saccadée. Plus jamais vous pourrez retourner vos images. Si jamais tu filmes un match de foot à 25 images secondes, c'est mort. Ton action, elle est toute saccadée, tu vois. Donc, c'est hyper important de savoir ce que tu vas filmer d'abord. Ouais, j'ai essayé de filmer une brésilienne, Ça marche pas. Par contre, si tu filmes à donc 1/200e et que tu es à 100 images secondes, là, c'est génial. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir décomposer tout le geste de ta brésilienne. Et tu vas pouvoir même faire ce qui est génial, parce que moi, j'adore, j'utilise ça tout le temps, le ralenti. Le ralenti... Tu mets après, en fait. Tu ne tournes pas en ralenti, tu le mets après comme tu as plein d'images. Oui et non. Parce que soit tu veux être efficace et tu as un iPhone, et à ce moment-là, tu fais du 240 images secondes avec un iPhone. Donc, tu fais l'option slow motion de Option slow motion de l'iPhone, qui dans ce cas-là, si tu as une lumière du jour et non pas une lumière comme ici, ben, c'est génial. Parce que pas une lumière, une fausse lumière, une lumière de fiction, artificielle, c'est le mot que je cherchais. Parce que, encore une fois, c'est électronique. Donc du coup, ça émet des fréquences, ça fout la merde dans ton image. Alors que la lumière du jour, il n'y a rien de plus beau que la lumière du jour. Tu ne pourras jamais trouver. 6 matchs de foot, on se met en 60 fps, on se met en 120. Mets-toi plutôt en 50. Ouais, Parce que tu es en... Ouais. Voilà. Voilà. En fait, le réglage, c'est ou un 50e ou un centième pour toi. Ok, mais c'est un centième de quoi? C'est rien. 2 secondes. Un centième de seconde. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est la vitesse de fermeture de ton volet. Voilà. Mais c'est très virtuel parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans le détail, sinon tu vas... Mais c'est important que tu utilises ces réglages-là. Ensuite, il y a quelque chose... Là, vous allez me traiter de taré, vous allez me jeter par la fenêtre. Il y a un truc qui s'appelle... il y a beaucoup de réglages. Mais on est d'accord, aujourd'hui, on est des pros. C'est terminé. Le mode auto, on le prend, on le jette par la fenêtre. Moi, j'ouvre le menu de trucs et laisse tomber. Voilà. automatique. Donc aujourd'hui, vous êtes des professionnels. Alors, à l'époque, quand mon père me prenait des photos, moi, mon rêve déjà, c'était déjà de faire de la photo, mais il y avait quelque chose qui me gênait, c'est que les photos, il devait aller les développer, et ça mettait 2 jours, et c'était relou grave. Vous ne connaîtrez jamais ça. Et je me suis juré que le jour où on pourrait voir la photo qu'on a prise en direct, je me mettrais à la photo. Quand il voulait avoir un rendu plus chaud, on prenait du Kodak. Ça, c'est des choses. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a une notion de lutte qu'on apprendra plus tard en post-production, où on aime bien avoir un rendu de telle marque ou de telle marque. Donc c'est pour ça que je vous... Ou brut. Après, Ou brut, qu'on appelle le log, absolument. C'est pas le RAW, c'est pas important. Ah si, ça a un rapport. En fait, le log, ça s'appelle une logarithmie, et en fait, ça va essayer de reprendre un petit peu ce qui se fait dans du RAW. Mais le RAW a un gros mauvais côté, c'est qu'il pèse un âne mort. Voilà. En fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, tout est connecté, absolument tout. Et il y a très peu d'informations qui ne vous serviront pas dans cette formation. Mais seulement, il faut se plonger dedans. C'est comme tout. Si demain, je vous parle de médecine, je vais vous parler du pancréas, je vais vous parler du foie, du truc. Le pancréas, est-ce que toi, tu penses quand tu te réveilles le matin au pancréas? Non. Par contre, si demain, ton pancréas ne fonctionne plus, là, tu vas y penser tous les jours. C'est la même chose pour la vidéo. Si demain, tu as excuse-moi de parler comme ça, une couille sur un réglage technique, ok, tu vas chercher partout. Tu vas dire, mais pourquoi mon image elle est noire? Bah, c'est ton obturateur, il est à 1 millième. Mets-le à 1 50e, tu verras, ça marchera mieux.
C'est un réglage. Honnêtement, on était au tournage la dernière fois, je ne savais pas que... Un réglage, il va te pourrir ta journée. Ou il peut te la Ou rendre belle. il peut te la rendre belle parce que tu sais, ça ne sera pas un hasard. Les ISO, c'est comme la pellicule. C'est la même chose. C'est la faculté qu'a l'appareil de créer de la lumière là où il n'y en a pas. Donc finalement, c'est électronique. Ok. Quand je change mon diaph sur mon objectif, je change physiquement quelque chose. Mon diaphragme était grand ouvert, donc j'étais à 1,8. Mais si jamais je fais passer à F11, je vais physiquement changer quelque chose. Quand je change mes ISO, je ne change rien physiquement. C'est électronique. C'est ce qui est magique, mais c'est ce qui est à la fois casse-gueule. Pourquoi? Parce que tu vas créer du bruit dans l'image. C'est faux, encore une fois. C'est un processeur, c'est un algorithme. Comme tu vas dans Photoshop et tu dis, bah, monte mes lumières, ok, mais tu vas avoir une image pourrie derrière. Les ISO, c'est la même chose, ni plus ni moins. Alors, on a aujourd'hui, encore une fois, la technologie a fait des progrès énormes. On a des denoisers dans les boîtiers. On a des capacités comme ça de gommer l'image. Aujourd'hui, on parle d'AI sur Photoshop. On peut gommer les ISO. Sur la photo, c'est super, ça marche super bien. Je l'utilise tous les jours. Tous les jours, je l'utilise. Ça m'a changé la vie. C'est arrivé cette année, hein, faut pas l'oublier hein, quand même. Hein, ça reste nouveau. Mais sur de la vidéo, tu peux pas passer au denoiser tout à chaque fois. C'est pas possible. Ça mettrait un temps mais énorme. T'imagines, il y a 25 images par seconde. T'imagines chaque image par seconde qu'il faut dénoiser? C'est juste pas possible. Donc du coup, vous avez compris, on va dans certains cas utiliser les ISO quand on n'a pas d'autre choix. C'est ça, donc on démarre normalement dans l'appareil d'un iPhone, c'est neutre à la base, comme la lumière que tu as. Voilà, voilà. Mais la règle de base, c'est ne monte pas tes ISO. C'est un second, quoi. De base, il faut le laisser. Voilà, si tu n'as pas le choix, monte-les, mais ne monte jamais tes ISO. Moi, je vois des débutants qui commencent avec moi, ils arrivent. T'es dit, ma caméra elle est bien réglée. Il y a 3 spots sur le sujet et le mec il a 3200 ISO. Non. La première chose que tu fais, tu allumes ta caméra. Combien je suis à 10 ISO? Combien? Si je suis à 3000 ISO, c'est mort. Si il y a la lumière, attention. Hein. Si tu es dans nuit noire, à ce moment-là, on peut reconsidérer. Surtout dans une caméra comme la tienne, la Sony, la 7S III, la 7 III, pardon. La 7S III, elle est encore plus haut de gamme. Alors, la 7S III, elle a été surnommée la King of Low Light. C'est pour la nuit. Voilà. De la nuit, dans la nuit, mais même l'iPhone, quand tu fais ça aujourd'hui, Ouais. même dans la nuit, il prend une once de lumière et il t'éclaire toute la boîte. Mais justement, l'iPhone, c'est un algorithme qui fait ça. Et en plus de ça, en fait, ils ne te le disent pas, mais ils ne jouent pas vraiment sur les ISO. Ils jouent en fait sur le shutter speed, sur l'obturateur. Tu vois. C'est pour ça que si tu fais comme ça dans la nuit avec un iPhone, l'image elle est toute saccadée. Et d'ailleurs, il te le dit, ils sont très bons. Ils ont développé un petit logiciel dans l'application photo où tu as une sorte de petit carré comme ça où ils te disent ne bouge pas. Et tu prends ta photo et là, oui, c'est vrai, ta photo elle est top. Mais ta vidéo, elle, non, elle est dégueulasse. Voilà. Il me reste que 2 choses qui sont pas des moindres. C'est la température de la couleur. Donc ça aussi, c'est sur le boîtier. Mais je vais d'abord commencer par la mise au point. Tout ce qu'on a vu ensemble, absolument tout, et encore plus ce qu'on va voir juste derrière, vous avez beau avoir les bons réglages, tout est nickel, mais tu as oublié de faire ta mise au point. Donc, tu prends tes images, ok, tu prends ta caméra à 300 000 €, tu la prends, tu la jettes, c'est terminé. Pourquoi? Parce que à un moment donné, et d'ailleurs je pense que c'est là-dessus que la technologie va se porter dans les années à venir, c'est d'arriver à avoir un filet de sécurité sur la mise au point. Mais physiquement parlant, pour le moment, il n'y a pas de moyen de faire une mise au point, de retrouver une mise au point nette alors que à la base, t'es flou. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'humain, lui, ce qu'il a, c'est qu'il a une paire de lunettes. Donc voilà, c'est une bonne chose, mais c'est au moment présent. Tu ne peux pas régler ta mise au point après, c'est juste pas possible. Voilà, donc du coup vous avez bien compris que en fait il y a des lentilles qui sont imbriquées dans une optique, encore plus dans une optique comme ça, parce que voilà, ça en fait c'est vraiment un truc de ouf. Si tu le démontes, il y a énormément de technologie dedans. Il y a environ 24 lentilles, on appelle ça des blocs, et elles sont voilà, et en fait on va recréer une focale en éloignant des loupes entre elles.
Et quand on dit 120 mm ou 70 mm, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, c'est pas 70 mm. On va jouer, on va faire comme si, tu vois. Plus tu as une optique, plus tu as un œil. Moi, je fais 24 en fait. 24, c'est plus petit. Donc comme tu as un œil qui est tout petit, du coup, tu vois plus large. Mais comme ton optique, elle est grosse. Attends, là, 20 à 70. Là, t'es à 70 sur 24. Là, je suis à 70. À 70, là, Je suis à 24, pardon. Ah, t'es à 24. Ouais. Ouais. Donc là, tu vois. Voilà, exactement. Et là, du coup, il est plus gros. Voilà. Plus ton point de vue est gros, plus automatiquement ton image, tu vois, tu te rapproches. Et inversement. Ok. Voilà. Le point, c'est le focus. Hein. Voilà, le focus. C'est un réglage, pour moi, c'est le plus important. Il y a la plupart des appareils photo que vous avez aujourd'hui seront auto-focus. Ils auront la capacité de se concentrer, si vous savez les régler, sur des yeux, sur des visages, sur des chiens, sur des locomotives, enfin des trains. Parce qu'aujourd'hui, voilà. C'était focus à la main. C'était à la main, exactement. Mais Dès que ton mec bouge, tu veux... voilà. Mais c'est important que vous sachiez d'où on vient. C'est pour ça que toutes ces optiques-là, elles sont débrayables, c'est-à-dire que demain, si tu as envie de faire un peu d'art, tu as envie d'évoluer ou quoi là-dedans, tu pourras toujours utiliser le manual focus. Et c'est génial parce que du coup, tu peux créer... Et il te laisse la main, voilà, exactement. Voilà. Ça, on a terminé sur l'optique. Et maintenant, on revient sur le boîtier. Il y a une valeur qui est extrêmement importante aussi parce que si jamais tu ne filmes pas en log, ben, t'es mort. Ce terme-là, vous n'allez pas le retrouver dans les boîtiers. Il n'y a pas marqué balance des blancs, c'est très rare. Ni dans les iPhones, c'est white balance. C'est la traduction. Là encore, on est encore sur de la physique. La balance des blancs, c'est ta capacité à retransmettre le blanc. Ton blanc, il a une couleur qui est pure par rapport à quelle est la lumière qu'il a autour de lui. Tu vois là, le blanc là, qu'on a là ici, il n'est pas dégueu, mais il est un peu bleu, il est un peu froid. Les cas sont élevés. Ah bah ça oui, c'est le cas de le dire. Pourquoi il est un peu froid? Parce que la lumière que tu lui balances dessus, bah, c'est du bleu. Ça en fait, ton œil il ne le voit pas parfaitement, mais moi je le sais d'expérience, là la lumière qu'on voit là, elle est bleue en fait. Donc du coup, ouais. C'est ce qu'on appelle communément une lumière froide. C'est parce qu'elle ne chauffe pas. Maintenant, si dehors on sort, on n'est plus sur une lumière froide, on est sur une lumière chaude. Pourquoi? Ouais. Même si là elle est froide. Mais si tu regardes bien ton blanc là, il est un peu jaune. C'est froid chaud, ça va du bleu à jaune. Ouais. Alors pour ça, on a un chercheur qui s'appelle Kelvin, qui a inventé une échelle qui s'appelle les degrés Kelvin. C'est les cas, c'est ça? Voilà. Et ce réglage-là est extrêmement important. La plupart du temps, quand on est semi-pro, on reste sur de l'auto. On se fait pas chier. Ouais. Sur l'auto, sur l'appareil, tu vois, mais on a sur les lampes, les Kelvin aussi. Absolument, absolument. Pour être justement raccord sur qu'est-ce qui filme et qu'est-ce que tu dois filmer. Ah, donc ça veut dire en fait les réglages, ce que je mets sur ma lampe, en soi, je dois essayer d'avoir le même sur l'appareil? Ça dépend du rendu que tu veux avoir. En général, une lumière du jour qui se respecte, c'est entre 5200 et 5600 degrés Kelvin. Dites, allez, 5600, c'est très bien. Okay. Si jamais, même Hélène, son intérieur est tout jaune, ok, qu'elle est à 7000K, bah toi, tu es à 2600 du coup, pour compenser. Et si jamais, sur ton boîtier, tu tapes 2600. Si jamais... Sur mon boîtier, quand je filme mes LED, il va me dire que je suis à 7000, si je règle pas. Ouais. Il va te le dire et il va te dire qu'il y a un problème. Il faut être dans le milieu. Quoi. Il faut compenser. Toujours entre 5006 et 5002. Pour ça, on utilise des outils qui sont extrêmement importants et que personne ne mentionne dans le monde moderne. C'est le vectoroscope. On va en parler. Et l'oscilloscope. C'est des outils qui, moi, cette caméra-là, je l'ai achetée parce qu'elle avait ces outils-là. Mais elle n'est pas mentionnée une seule seconde dans les Sony, par exemple. On ne parle jamais de ça, tu vois. La double expo, en fait, c'est un terme qui vient de voir le jour il y a à peine 2-3 ans. Et en fait, dans les derniers boîtiers, on a des capacités électroniques, des capteurs, à avoir un double ISO. On appelle ça un ISO natif. Donc, soit on est à 100 ISO,
c'est normal, c'est le capteur normal. Ok. Et ensuite, après, dès qu'on va commencer à monter dans les ISO, on va aller à 200, 300, 1000, 1005, 2000, 3000. C'est là où tu as, vraiment, pour moi, c'est de la magie noire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la caméra s'appelle une marque qui s'appelle Blackmagic. Parce qu'en fait, les ISO sont comment t'expliquer? Il y a un autre capteur qui vient, comme si tu changeais de capteur. Et la fameuse, vous vous rappelez la pellicule que je vous ai parlé tout à l'heure? Bah, c'est comme si tu changeais ta pellicule. Et là, d'un coup, tu passes à 3200 ISO. Normalement, tu devrais commencer à avoir du grain. Bah, là, d'un coup, tu es tout neuf, tout nickel. Parce que tu as deux circuits. Et ce qui est génial, ce qui est vraiment génial, c'est que aussi comme tu as changé de capteur, et ben aussi ta dynamique, parce que ta dynamique a tendance à diminuer. Et si tu es à 100 000 ISO, ta dynamique, c'est pas le même que si tu es à 800 ISO. Donc la capacité qu'a le capteur d'encaisser tes basses lumières et tes hautes lumières sont décuplées, sont beaucoup plus grandes. Cette dynamique-là, en général, que vous puissiez comprendre, on parle de diaph encore une fois. On parle de 14. Quand une très bonne caméra professionnelle, elle a environ 14 diaph de dynamique. Tu vois. Donc là, par exemple, ouais, c'est ta valeur. En fait, c'est quand tu prends ton plan dans un logiciel d'étalonnage, si jamais ton plan est sous X, c'est ta capacité à remonter les noirs, ou si jamais ton plan est cramé, à baisser tes blancs. Et plus ta capacité, ton diaph est élevé, et plus tu as cette capacité à pouvoir, voilà. C'est la plage dynamique. C'est ta capacité qu'a ton capteur d'encaisser une image. Le meilleur test possible imaginable, c'est tu prends ta caméra, je te filme toi avec dehors, et si jamais toi, tu es à peu près bien et que dehors, tu arrives à voir quelque chose, je te dis même pas si tu es bien. Si tu arrives à voir quelque chose, ça veut dire que ta caméra, elle est, tu vois. Parce que pour l'électronique, c'est énorme de pouvoir avoir ces dynamic range. Pourquoi on va filmer en log et pas filmer en Rec 709? Le Rec 709, c'est une plage dynamique, une plage colorimétrique, pardon. Donc je suis désolé, c'est un peu savant tout ça, mais on est obligé d'en parler, c'est important. Les moniteurs normaux, celui-là, je ne parle pas des iPhones, utilisent cet espace colorimétrique qui s'appelle vulgairement le Rec 709. Seulement le Rec 709, il a 30 ans déjà. Et il peut aller que de 0 à, j'ai pas envie d'aller trop dans les détails, mais il peut aller que de 0 à 100 nits. Le nits, ouais. Le nits, c'est une échelle, une unité pour te montrer qu'un pixel, il a une luminosité qui ne peut pas aller à plus de 100 nits. Dès qu'on parle de vidéoprojecteur, on parle en lumen, et quand on parle de LCD, de OLED, c'est des nits. Donc du coup, les choses ont évolué et les fabricants ont commencé à sortir des moniteurs qui étaient capables au départ d'aller jusqu'à 500 nits. Okay, comme Apple par exemple, ça a été un des premiers à sortir l'écran P3. Donc dans les premiers iPads, Retina, les premiers iPhones, on pouvait aller jusqu'à 500 nits. Pour l'époque, c'était ouf. Mais là, du coup, on s'est dit, mais attends, on a des écrans qui peuvent aller jusqu'à 500 nits, et pourtant le signal vidéo, lui, il est bloqué à 100 nits. Donc c'est là où on a commencé un petit peu à jouer avec les espaces colorimétriques, et on s'est aperçu que le P3 était déjà beaucoup mieux. Ensuite, après, les iPhones ont encore évolué, et les écrans, pas que les iPhones, encore une fois, les Samsung, tout ça, ont évolué, et là, on a commencé à aller à 1000 nits. Okay, là, on a pu commencer à enfin parler d'un nouveau format qui allait changer énormément de choses, et qui aujourd'hui est vraiment c'est important, très important pour vous de vous familiariser avec ça, parce que ça y est, maintenant vous pouvez commencer à publier sur Instagram dans ce format-là, c'est le format HDR. Haute définition. High Dynamic Range. À ne pas confondre avec le... log Rec 709 HDR. Ouais. C'est pas la HD, ok, ça. Hein. Ouais. Tu peux aussi marquer à côté Je savais pas que c'était High Dynamic Range. Ouais. Il y a aussi le format HLG. Le HLG, c'est un format concurrent, mais c'est la même chose. Ouais, ouais, G. Okay. Voilà. Le format HLG, c'est la même chose, encore une fois. C'est pour faire du High Dynamic Range, la même chose. Sauf que la grande capacité que le HLG par rapport qu'à le HDR, c'est que tu as une image qui est déjà faite. Comme le Rec 709. Quand tu vas filmer avec ton iPhone, tu es en Rec 709. Donc du coup, tu n'as pas
à aller chercher ton espace colorimétrique, tu vois. Ça y est, tu es en 709, voilà. Mais du coup, tu es extrêmement limité. C'est-à-dire quoi, HLG, high? On s'en fout. Ok. C'est C'est pareil que HDR, sauf que c'est c'est déjà... high, log, gamma, mais on s'en fout. C'est Euh, pareil que HDR, sauf que c'est déjà cuit en fait. c'est déjà cuit, sauf que c'est toute l'originalité et toute l'ingéniosité de ces systèmes-là, c'est qu'on n'est pas taillé dans la roche. C'est que de ce qu'on appelle de la metadata. Donc en fait, tout est modulable en post-production. On peut baisser comme on veut sa température de couleur. Donc si on s'est mal réglé, on peut la changer ensuite. Si on est cramé, on peut baisser. On est sur de la data. Donc on n'est pas... Du coup, log, c'est... Alors le log, c'est quand on n'a pas d'espace colorimétrique. On ne sait pas pourquoi est fait notre image. Donc du coup, on filme en log. Comme ça, au moins, vis-à-vis du client, on dit voilà, si demain il a envie de faire du cinéma, il peut faire du cinéma, parce que c'est encore un autre format qu'on appelle le Rec 2100. C'est encore autre chose. Mais j'ai pas envie de trop vous. Là déjà, c'est un peu trop critique pour vous. Log, t'as pas de risque. Voilà. C'est le plus modulable possible. Voilà. Mais comme tu n'as pas d'espace colorimétrique, quel est ton problème? Parce qu'il faut bien prendre tu dois bien régler les lumières quand tu prends la truc. Ouais, ça c'est vrai, dans tous les cas de figure. Ok, Mais alors déjà, l'avantage, c'est que du coup, tu seras toujours beaucoup moins cramé en log que si tu étais en 709 ou en HLG. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'espace colorimétrique. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais le problème qui se pose, c'est que du coup, comme tu n'as pas d'espace colorimétrique, t'es crade, t'es pourri, t'as pas de couleur, t'as rien. T'as un aspect laiteux, en fait. C'est froid, tu peux même pas savoir si t'es bien, en fait. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle vulgairement une lutte. L-U-T. Donc en log avec une lutte. Ouais. Et grâce à cette lutte-là, notamment grâce... c'est toi qui as dit que tu avais un iPhone 15? Comment? Tu as un iPhone 15, c'est ça? Bientôt? 14. 14. iPhone 15. Ah, 15, ouais, 15. L'iPhone 15 est le premier iPhone où on peut filmer en log et mettre des luttes. Voilà. Lutte, ça veut dire quoi? Lookup table, un truc comme ça. Alors la lutte, en fait, c'est, tu vois, vulgairement, le filtre Instagram. Ouais. Voilà, c'est ça une lutte. Ok. En fait, c'est ce que tu mets sur ton log pour avoir... Alors, tu as différentes luttes, tu en as des milliards. Tu as des... Pour avoir un premier truc, c'est-à-dire un premier rendu sympa, et Voilà. passer en log, enlever le lutte. Voilà. En post-prod. Voilà. Voilà. Et Pour avoir un premier prix, c'est-à-dire tu filmes en log avec un pré-rendu avec ton fil. c'est ça. Et Voilà, c'est ça. Alors moi, en général, ce que je préconise, c'est de tourner au tournage avec une lutte qui soit en Rec 709, qui va imiter en fait l'image normale. Ok. Comme ça, au moins, tu sais que au moins, tu as fait ton travail. Personne ne va dire ouais, mais ton image elle est toute jaune ou ouais, ton image elle est toute bleue, tu vois. Parce que le problème des luttes, il est là. C'est que le gros talent des luttes, c'est ça va te mettre un mood, ça va te créer une ambiance dans l'image, une ambiance artistique. Mais aussi, il faut que toi, en tant que bon technicien, tu saches si tu as fait ton job, au minimum. À cela près que le log a un gros défaut. C'est qu'il a besoin de beaucoup de lumière. Donc du coup, comme on est sur quelque chose qui est brut, qui sort finalement de ton capteur, du coup, ton signal n'a pas été traité. Donc du coup, il a tendance, quand tu ne sais pas éclairer ton log, quand tu n'utilises pas le type d'outil que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est avec le vectoroscope, si jamais ton log est sous-exposé, il va créer ce qu'on appelle du bruit. Donc du coup, tu peux aussi tuer ton image comme ça. Donc il faut faire attention. Un réglage qui est vraiment pas mal pour nous, c'est le HLG. Parce que, tu as le high log gamma, voilà. HDR, mais déjà créé. Parce que lui, il fait tout ça en fait pour toi. Il va te créer un log, il va te créer un espace colorimétrique que tu pourras aussi... Le HLG, en fait, c'est comme si c'était du log alors. Oui et non. Parce que le problème du HLG, c'est qu'il t'impose son espace colorimétrique. Donc artistiquement... Donc, si j'ai une très bonne lumière, je me mets en log avec le LUT en Rec 709. Ouais. Sinon, si j'ai le HLG dans mon appareil, je mets le Voilà, voilà. Mais si tu tournes à l'iPhone, le HDR est très très bien aussi. Ok, si iPhone HDR. Ouais. Mais n'oubliez pas que quand vous tournez avec l'iPhone en HDR, n'oubliez pas que votre client final, lui, il n'a peut-être pas un écran HDR. Tu vois? Donc du coup, il faut penser à ça. Alors YouTube est relativement bien fait depuis quelques mois. Aujourd'hui, quand tu publies quelque chose sur YouTube, il comprend que toi, tu es en HDR, que tu as le dernier iPhone ou que tu as le dernier Mac à la mode, ou même dernier iPad, ou même dernier Samsung. Et il va te balancer de ce qu'on appelle le HDR10. Le HDR10, c'est un signal qui te balance au maximum 1000 nits.
Donc tout va bien. Et quand tu viens avec ton vieux téléphone, il va dire OK, ils vont parler ensemble. Et il va dire OK, super. Lui, toi, tu n'es pas capable de lire du HDR. Donc du coup, je vais te balancer du bon vieux Rec 709 et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est des choses. En HD, quoi. À haute définition. Ouais, ça c'est la définition. La définition, on va en parler maintenant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais même pas si on aura besoin de revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est important de le savoir. Donc maintenant, on a terminé toute la partie caméra de notre application. Une petite parenthèse sur l'audio, qui est pour moi extrêmement importante. L'audio, si on appelle ça l'audiovisuel et pas le visuel audio, c'est pas pour rien. On est des humains. Les humains ont une capacité à voir et à entendre. Un signal vidéo aujourd'hui, c'est de l'audiovisuel. Pourquoi? Parce que l'audio est plus importante que la vidéo. Si là tout de suite je vous balance une vidéo, je suis en train de parler. Voilà. Par contre là, je balance, je vous mettez vos mains comme ça. Tu nous parles et là voilà, maintenant je vous parle. Ça marche. Voilà, ça marche. Donc c'est vrai que bon, l'image elle n'est pas terrible, mais au moins vous avez compris quelque chose. Ok? Bah, c'est la même chose pour votre programme, votre vidéo. Vous allez peut-être vous planter sur tout ce que je viens de vous dire. Ouais, surtout le mec, en fait, il n'est jamais figé sur la vidéo, à part si tu as réussi à le figer, mais en fait, il lève sa tête et tout, donc il faut le maintenir. Voilà. Quelle est la raison principale de l'essor des podcasts? C'est parce qu'il est plus facile de faire un son de qualité qu'une vidéo de qualité. Et les podcasts, on en parle moins maintenant parce que ça a évolué, mais à l'époque des iPods, c'était que du son. Et du coup, ben, l'audio, si jamais le mec il parle avec un micro d'iPhone, ça va me déranger, ça va m'agresser. Au bout de 2 minutes, je vais baser. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, d'investir dans du son. C'est important. Saramonic, moi, pour tout ce qui est audio professionnel, je vais aller plutôt sur du Sennheiser, Rode, très bonne marque. Et encore plus si tu as du budget, Shure. Mais là, on est sur des micros radio très haut de gamme qui coûtent extrêmement cher. Rode, déjà, ça fait plus de 20 ans. C'est une marque australienne qui est reconnue et qui est plus chère aussi et qui est une excellente alternative à l'allemand Sennheiser. Sennheiser, c'est la grande classe. C'est vraiment la grande classe. Mais Sennheiser est incapable de faire un produit comme ça. Pourquoi je préconise celui-là plutôt qu'un autre? C'est parce que, sans rentrer trop dans la technologie, celui-là est le seul, à ce jour, à être 32 bits. C'est-à-dire que 32 bits, c'est le RAW de l'audio. Tu as une dynamic range qui est infinie avec ce micro-là. Si là, tu vois, je prends mon micro et je me mets à gueuler comme un taré comme ça, et ben, sur ma forme d'onde, je vais avoir un truc qui est complètement éclaté. Ok. Je vais aller dans mon réglage. Tiens, je vais aller je vais aller dans mon réglage post-production et je vais baisser tranquillement mon son et je vais tout récupérer. Parce que la dynamic range est suffisamment importante pour tout récupérer. Bah, tu ne pourras pas faire ça avec le DJI. Il a le timecode. Quand tu vas commencer à travailler de manière professionnelle à un niveau aussi élevé, voire plus gros que le mien, tu vas commencer à vouloir synchroniser toutes tes caméras. Tu ne vas pas vouloir synchroniser tes caméras à la balbala, avec des claps à la main et comme ça. Donc là, tu auras juste à aller sur ton timecode que tu auras rentré sur l'heure de la journée. Donc là, aujourd'hui, là maintenant, pendant que je te parle, il est 12h55. Okay, tu iras sur 12h55 et 10 secondes. Okay, sur cette caméra-là, sur ça, et sur l'autre caméra qui tournera. Et là, tac, tu seras synchronisé. Là, avec ça, tu es au top. Tu n'as rien besoin, tu récupères tout. C'est vraiment le produit de l'année pour moi. Et après, en audio, on appelle ça la prise de son. La prise de son n'a rien à voir avec tout ça. La prise de son fait que, même si ce micro-là, je l'ai payé 30 €, ce qui n'est pas le cas, hein, pas celui-là, mais un micro que j'ai, un Boya par exemple, que j'ai acheté à ma collègue du coin, il y en a à 30 €, il y en a à 100 €, à 100, pardon, 100 shekels. Des petits micros, moi j'en ai acheté un pour mon fils. C'est un micro filaire que je branche à l'iPhone. Mais comme la prise de son, elle est bonne, ok, je suis juste là, on s'en fout si c'est pas une capsule de taré, tu vois. Donc c'est là aussi où il faut revenir à quel est ton client, combien tu veux faire de chiffre d'affaires. Il faut qu'il y ait une logique économique derrière. Tu ne vas pas t'acheter un micro à 400 € si tu as un client par an. On revient sur l'utilisation. Moi, je préconise pour des petites interviews du micro cravate. Ça.
Avec le fil ou sans fil. Ouais. Ça sera toujours mieux avec le fil parce que tu auras une dynamique, une prise beaucoup plus proche de la bouche. Et puis en plus, ça ne se verra pas sur l'image, tant qu'à faire. Ça, techniquement, comme il est en 32 bits, tu peux régler mon son. Après. Si tu as plus de son, Ouais. Mais à condition que ta prise soit bonne. Si jamais ton micro il est là, c'est pas bon, tu vois. Voilà. Maintenant, si tu veux un rendu podcast, c'est pas du tout ce genre de micro sur lequel il faut se diriger. Donc, si tu veux un rendu podcast, bah, il faut des outils de podcast. Donc, micro dynamique à condensation. Et là, du coup, on va aller plus vers ça. Et du coup, comme on est des pros de l'audio, bah, on va. À chaque fois, je le perds. Du coup, on va aller sur des prises de son qui sont genre en mode comme ça. Donc, ouais, salut, ça va. Ouais, alors aujourd'hui, on reçoit comme invité, tu vois. Et là, forcément, on est mieux parce qu'on on est proche. Mais à ce moment-là, si on est des pros et qu'on veut vraiment de l'audio, à ce moment-là, il faut aussi équiper sa salle. Tu vois, là, ta salle, elle a tendance à ne pas avoir de moquette. Elle n'a pas de moquette sur les murs, elle n'a pas de mousse sur les murs. Donc, du coup, quand je fais ça, ça résonne. Ce micro-là, il va prendre la résonance. Et ça, c'est pas bon. Par contre, ce micro-là, qui est un micro déjà un peu mieux, et qui du coup est un micro de chant, on va dire, il va avoir un spectre qui va être beaucoup plus focalisé sur la voix. Et là, du coup, on va pas avoir toute cette résonance-là. Moi, si vraiment tu veux investir là-dedans, je te conseille le PodMic de chez Rode. Ça vaut 100 euros. Ça vaut 100 euros. Ouais, Yeti, quoi. Après, Beaucoup mieux qu'un Yeti. Parce que le Yeti, non, en fait, quoi, c'est même pas une- ouais, le Yeti, en fait, il est devenu très connu très rapidement parce que ça a été un des premiers à être USB. Donc, il prenait des micros en fait XLR, il démontait la partie électronique et il mettait de l'informatique pour traduire le signal. Voilà. Donc, du coup, tu utilisais le micro. Voilà. Donc, moi, je conseille quand même de rester sur du XLR, quoi qu'il arrive, parce que ça reste quand même beaucoup plus professionnel. Mais aujourd'hui, les PodMic et d'autres références, même Shure, qui est pour moi la Rolls, ils ont sorti il y a environ 40 ans, le SMB7, c'est la Rolls des micros, mais c'est 400 euros. Pas de mic, c'est de Rode à 100 balles. Ouais, et t'as le meilleur des deux mondes, parce que t'as le meilleur rapport qualité-prix, parce qu'en termes de qualité, t'es pas loin du Shure, t'as un peu moins bien. Dans les docu Netflix, en bonne interview, c'est ça? C'est cravate. Alors, oui, mais... Et le Rode, tu peux le mettre en perche ou non? Oui, bien sûr. Mais comme tu es sur un micro dynamique à condensateur, du coup, tu n'es pas sur un micro zoom. Les micros zoom, eux, sont utilisés pour la perche. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à zoomer sur le sujet. Voilà, tu vois. Alors que si c'est un micro Rode, il faut qu'il tape devant lui. Et... Absolument. Mais là, c'est un micro chant, tu vois. Quand une nana, elle chante pas comme ça. Elle chante comme ça, tu vois. Et forcément, le son est bon. Tu peux régler l'intensité de... Tu règles pas. C'est de par ces capsules, comment elle est faite, que tu vas avoir une capsule ouverte, comme ici. Donc là, il va tout choper. Ou une capsule extrêmement fermée. Mais du coup, si là, j'avais une capsule fermée, bah, je ne m'entendrais pas. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas de lumière, tu n'as rien, tu as un iPhone sur toi, puis tu te dis, bah tiens, là, je peux faire une interview. Tu fais ce que tu as avec ce que tu as. Aujourd'hui, il y a deux applications qui sont extraordinaires qui s'appellent Double Take, que vous pouvez noter, et Rode Capture, qui utilisent les deux capteurs à la fois arrière et avant de l'iPhone, et qui utilisent aussi les deux micros de l'iPhone, parce que l'iPhone, il y a le micro avant et le micro arrière. Et ce qui est génial, c'est que tu peux faire une interview comme ça, et il filme à la fois le mec qui est devant et toi aussi. Et du coup, ben, quand tu fais si ton client c'est un fleuriste, tu n'as pas le temps d'installer ta suspension, ton truc et tout, tu veux faire juste une interview en disant alors c'est quoi le solde d'aujourd'hui? Eh ben, en 2 secondes, tu as ton interview, tu vois. C'est ça qu'il faut voir. Juste pour terminer sur l'audio, tu as parlé de retraiter le signal tout à l'heure. Alors pour ça, il y a 2 produits de chez Rode qui sont vraiment exceptionnels. C'est le Rode Coaster 2. Je te déconseille d'aller sur le 1. Le 2, et tu as une petite version, c'est le Rode Duo, je crois qu'il s'appelle. C'est quoi ça? Et en fait, c'est une table de mixage, Une petite toute petite, ouais. Alors, non, c'est quand même une table, hein. C'est pas si portatif que ça. Voilà. Il faut brancher à l'ordi et tout. Non, tu as parlé de podcast. Alors, tu as Zoom qui a ça, moi je laisse. Image 5, ouais.
Ouais. Tu as un micro de base. Voilà. Voilà, moi j'utilise ça depuis des années, j'ai encore que ça et c'est très bien comme ça. C'est bien ça, ok, d'accord. Voilà. Ça, c'est quand tu es dans une, dans une configuration podcast, on va dire plateau. Dès que tu as plus que deux. Parce que deux, ça suffit comme ça. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as la voix de droite qui va sur ce micro-là, la voix de gauche qui va sur ce micro-là, terminé. Non, si tu as un podcast, je te conseille d'aller tout de suite sur du micro bas. Ouais, je te conseille. Maintenant, si tu as un invité qui est là, comme tout à l'heure, le mec il est rentré, tu lui colles ça, c'est terminé, tu vois. Au moins, il a quelque chose. En général, sur ce genre comment dire, de setup, on part sur du multicaméra quand même, tu vois. Là, ça devient un peu plus évolué. Donc là, on a une régie, donc on a ce qu'on appelle une ATEM. On connecte toutes les caméras sur l'ATEM, donc tu as un réalisateur qui switch les caméras. Et du coup, ton ATEM est connecté à la fameuse Rodecaster Duo pour avoir un bon son. Et là, du coup, tout est bon. Et là, on est dans, ça y est, là, on est dans l'ultra spécialisé, là, ça y est. On n'est plus dans de l'iPhone. Et après, il y a d'autres solutions, notamment avec iPad, iPhone, que moi j'utilise parce que j'avais investi dans ces systèmes-là. Et même moi, qui est quand même assez pro, j'ai pas eu autant besoin que ça, quoi. Donc, je préfère utiliser plutôt. Sur l'iPad, tu peux faire ton. Ouais, tu peux faire des trucs de ouf. Et moi, ça fait déjà presque 10 ans que j'ai ça maintenant et c'est vraiment. Alors, il y a quelque chose que je vois depuis quelques années que je trouve aberrant. C'est que les gens en fait ont tendance à tourner leur image, leur smartphone quand ils tournent. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de filmer comme ça, ils filment comme ça. Parce qu'en fait, votre métier à vous, c'est de vendre un contenu sur du multiplateforme. Ouais, ok. Donc, vous allez avoir tendance à aller tourner en vertical, alors que c'est totalement une hérésie. Pourquoi? Parce que bah, si demain ton client il change d'avis, il veut une vidéo YouTube, qu'est-ce que tu lui dis? Bah non, t'es en vertical. Non, mais si on est sûr que c'est vertical, on peut comment? C'est plus rapide, c'est plus efficace. C'est plus facile de prendre en. Moi, mon client, quand je lui rends ses BAT et ses PAD, c'est prêt à diffuser, et je lui rends, je lui dis tiens voilà, ça balance ça sur tes réseaux, et je lui dis tiens regarde, ça c'est pour YouTube, ça c'est pour TikTok, et ça, beau gosse, En fait, tu vois. Là, on va revenir sur les réglages. Donc le codec, on est d'accord, on reste sur le H265. Tout ce qui est Apple ProRes, tout ça, c'est la top qualité. C'est en général quand on a des iPhone 15 dernier modèle. Ah, j'ai pas de stock, d'ailleurs, moi je l'ai pas. Ouais. En fait, maintenant, les derniers iPhones, tu peux faire du Apple ProRes et donc du coup, tu peux faire carrément du cinéma, quoi. C'est fait pour ça. C'est pas du RAW, mais presque. Les derniers iPhones, tu peux brancher un disque dur et directement, ça va dans le disque dur, tu vois. Donc c'est quand même assez ouf. Mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Tu branches le disque dur en USB-C. Ouais. T'as un ouais, c'est USB-C. Ça, c'est pas le 15, c'est le 14. Mais ouais. Les 15, c'est USB-C. Ouais. Au niveau de la résolution, vous avez compris, on reste toujours en 4K. Toujours en 4K. L'espace colorimétrique, c'est là où à vous de voir si votre client veut faire du HDR ou pas. Si vous voulez faire du HDR, bah, allez sur du HDR. Si vous allez sur du P3, vous serez limité parce que votre espace colorimétrique il ne pourra pas aller monter aussi haut dans les nits, etc. Donc, je ne veux pas vous embrouiller. Soit du HDR, vous allez sur HDR, soit sinon, si vous voulez rester sur du réseau social normal, c'est du Rec 709. Mais le HDR, c'est que mieux, quoi. Ça va pas. Bah, c'est mieux, mais il faut aussi le prendre en charge. Il faut aussi se dire que derrière, tu sauras le décoder, tu sauras le traiter, tu sauras le réétalonner. C'est plus lourd au montage et tout ça. C'est plus lourd en termes d'utilisation, mais pas en termes de poids de fichier. Ok. Le timecode, moi je vous conseille de rester en heure de la journée. Pas record run, ouais. Ouais, parce que justement, si vous avez des iPhones comme nous tous qui sont réglés sur des horloges atomiques, ça veut dire que demain même un Samsung, tu mets en record run, en heure de la journée, bah, du coup ton iPhone ou ton Samsung, il sera à l'heure de la journée lui aussi. Donc du coup, bah, c'est top, tu seras synchronisé. Quand je vous disais en fait d'être à 2 fois la vitesse à chaque fois de la framerate, si vous mettez en angle et que vous mettez à 180 degrés, eh ben, il va le faire automatiquement pour vous. Qu'importe votre framerate. Ça, c'est une règle de base. Mettez-vous à 180 degrés en angle, et là, ça y est, vous êtes des pros du cinéma. Donc il va nous faire x2 automatiquement. Automatiquement. Pas besoin de le changer à chaque fois. Ouais, donc là, je vais faire en angle. Mais ce que je t'ai dit avant, il faut que tu le saches. Attends, on connaît l'histoire. Voilà. Voilà, tout ce qui est correction de l'objectif, tout ça, vous laissez au on. Au mesure, les flickers, tout ça, vous restez.
La décompression anamorphique, ça serait trop compliqué à vous expliquer c'est quoi, c'est quand on fait du cinéma. Moi, je vous conseille plutôt de rester sur l'arrière. Pourquoi? Parce que très souvent, l'iPhone, sans trop savoir pourquoi, il va prendre un autre micro. Ah, si. Et ça vous casse votre tournage. Ça m'est déjà arrivé, là j'ai tourné dans des bases, Ouais. j'avais pas utilisé cette fonction-là. Bah, du coup, il m'a pris mon micro avant et par arrière, bah, mon son il est naze. Ok. Et très souvent, le micro avant, eh ben, il est en mono, il n'est pas en stéréo. Et ça te casse tout ton tournage. Le format audio, on reste en AAC. Enregistrement audio, enregistrer l'audio en tant que 4 channel ou 4 canaux. Moi, je vous conseille d'aller sur du 4 canaux. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu es sur du stéréo, ça va enregistrer uniquement le droite et le gauche, ce qui est déjà pas mal. Mais quand tu vas brancher ce type de micro là, et là on arrive sur l'onglet support. Support. Média. Ouais, média, ok. Ouais. Là, tu as un petit hack que je te donne qui, pour moi, est vraiment génial. C'est que tu peux télécharger directement les clips, non pas sur le Blackmagic Cloud, mais sur le iCloud. iCloud. Donc, ouais. iCloud de l'iPhone. Ouais, du coup, ça c'est génial parce que bah, tu n'as pas besoin de prendre un abonnement chez Blackmagic. Tu peux directement. Voilà. Et donc, soit les originaux, soit les proxys. Les proxys, c'est des copies de fichiers pour que ce soit plus léger. Tu peux les remplacer ensuite par la suite. Et après, sauvegarder les clips sur. Donc, tu as dans l'appli seulement. Donc, tu peux mettre dans fichier. Je sais pas si tu as vu. Donc je mets dans File et je mets Shared et je le mets dans. Voilà, File voilà. de Shared. Et ça, vraiment, c'est des petites clés, ça, mais ça peut faire toute la différence face à un client. En termes de timing et tout, ça Voilà, va plus vite, quoi. voilà. Ça se voit que c'est. Après, tu as les luttes, mais ça, on a parlé dans les iPhones. Tu as les pré-réglages. Tu peux prendre un iPhone. Par exemple, moi, je fais tous les réglages pour toi et je te les envoie par Internet. Et toi, tu balances tous les réglages que je t'ai fait à distance. Ça, c'est vraiment sympa. Tu peux réinitialiser toute l'application, bien sûr. Ouais, Euh, les presets, en fait, tu peux préconfigurer Ouais, des trucs pour les. ouais. Tu peux m'appeler demain en me disant, écoute Teddy, j'ai un tournage, je ne sais pas régler mon iPhone, règle-le moi. Moi, à distance, je règle le mien On va le dire, hein. et je t'envoie le lien. Putain, c'est bon. Non, c'est fou. Voilà. C'est bon, Voilà. Mais il faut qu'on ait les deux iPhones de la même référence. Ok. Voilà. C'est ce qui clore la première partie de cette formation.